Chers amis, bonjour, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Libre Journal de l'Identité. Alors, deux sujets pour ce Libre Journal, mais finalement deux sujets, vous allez voir, très proches, puisque nous allons parler désinformation et oligarchie avec mes deux invités qui sont d'ores et déjà présents dans le studio. Alors, ces deux invités ne vous sont pas totalement inconnus, chers amis auditeurs, ou alors s'ils le sont, c'est que vous venez juste de découvrir Radio Courtoisie. Et dans ce cas-là, écoutez, bravo d'avoir enfin trouvé la bonne radio, et bienvenue sur la seule radio vraiment libre. Alors, je vous présente mes deux invités. Jean-Yves Le Gallou, bonjour. Bonjour Henri. Emmanuel Ratier, bonjour. Bonjour. Alors, Jean-Yves Le Gallou et Emmanuel Ratier, vous êtes des figures, je dirais, des piliers de notre radio, mais finalement, il n'est pas sûr que vos faits d'armes soient connus de tous les auditeurs. Alors, permettez-moi de vous présenter rapidement l'un et l'autre. Jean-Yves Le Gallou, vous êtes énarque. Promotion Voltaire, non. 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 Promotion Simone Veil, mais la grande, pas la grosse. Ah oui. La grande, pas la grosse. D'accord, nuance intéressante en effet. Donc la philosophe et non pas la ministre. Voilà. Donc énarque et haut fonctionnaire, vous avez eu une carrière politique fort riche. J'emploie le passé, mais vous restez un homme politique, mais vous faites de la politique différemment. Non électorale. Non électorale, vous n'êtes pas encarté, vous n'êtes pas militant d'un parti, vous ne vous présentez pas aux élections, mais vous faites néanmoins de la politique et de manière éminente. Je m'en voudrais, Jean-Yves Le Gallou, de ne pas rappeler aux auditeurs que vous êtes à l'origine du bulletin quotidien de réinformation sur notre antenne. Je suis un petit peu partie prenante de ce dispositif. Bulletin qui va fêter ses 8 ans. Voilà, en septembre prochain, d'après mes informations. C'est bien cela, hein ? Oui. Alors, petit point d'histoire, on doit le terme désinformation à Vladimir Volkov dans son roman Le Montage en 1982, et je me suis laissé dire que vous étiez à l'origine du terme dual de réinformation. Est-ce que c'est exact ? Alors, je suis tout à fait à l'origine du terme de réinformation, mais je partage ce terme, comme d'ailleurs cette copaternité, comme la préférence nationale, avec Henri de Lesquen. Ah oui, d'accord. Voilà. Mais c'est effectivement le terme de réinformation est maintenant largement sorti du studio de Radio Courtoisie, mais c'est dans ce studio, il y a 8 ans, lorsque nous avons créé le bulletin de réinformation, que le terme a été forgé. À l'époque, il y avait quelques centaines d'occurrences sur Google pour le mot réinformation. Maintenant, il y en a des centaines de milliers et peut-être des millions. Le terme a explosé. Et c'est pas seulement un terme, c'est une conception. Oui, c'est un concept, en effet. C'est un concept qui consiste à remettre en quelque sorte l'information à l'endroit et à la présenter sous divers angles. Voilà. C'est un exercice difficile. Il arrive d'ailleurs parfois que les bulletins de réinformation s'éloignent un peu du principe d'origine. Prennent en particulier le vocabulaire de l'ennemi, ce qui est un péché mortel. Il y a deux péchés mortels. Il y a de prendre le vocabulaire de l'ennemi, d'être victime de la note langue adverse. Absolument. Et puis l'autre erreur qui est un peu moins grave mais qu'il faut éviter, c'est de prendre un ton militant et de prendre parti. Il s'agit non pas dans le bulletin d'information de prendre parti, mais d'éclairer les événements et les faits. Voilà. Alors vous chapeautez avec l'aide de notre ami Karl Hubert, que nous saluons naturellement, l'ensemble des équipes des bulletins de réinformation de la semaine, ainsi que celle du kiosque du samedi, auquel vous mêlez démocratiquement votre voix une fois par mois, je crois. Oui, ce sera demain d'ailleurs. Et d'ailleurs, nous allons écouter demain le kiosque, vous le faites en compagnie d'Anne Brassier. Non, pas d'Anne Brassier, d'Anne Dufresne. Oh pardon, excusez-moi. Dufresne, je me trompe d'Anne. Pardon aux deux Anne, si j'ose dire. Donc, mes auditeurs, soyez bien à l'écoute demain du kiosque. C'est le patron qui va parler, donc c'est du sérieux. Ah, ça n'est que la synthèse des travaux de la semaine. La semaine a été très riche. Éclairée, j'imagine. La semaine a été très riche. Oui. Alors, vous êtes également président fondateur de la Fondation Polémia, qui a publié de nombreux ouvrages considérés comme des bibles en matière de réinformation. Je citerai en particulier La tyrannie médiatique. Un ouvrage essentiel pour qui veut comprendre le monde des médias et ses liens avec l'oligarchie, étant donné naturellement que vous avez clairement montré, Jean-Yves Le Gallou, que les médias ne sont pas une pièce rapportée par rapport à l'oligarchie, mais constituent le cœur du dispositif, le noyau dur en quelque sorte de la...
C'est le moyen de propagande de l'oligarchie pour imposer ses dogmes, ses préférences, ses intérêts. Alors effectivement, nous aurons l'occasion de revenir sur ce point dans le cours de notre discussion. Alors, autre ouvrage essentiel, Les médias en servitude, écrit en collaboration avec Claude Delorme. Là aussi un ouvrage de référence, et je lis la 4e de couverture. Les médias sont en servitude, écrivez-vous, en servitude publicitaire, et ça ouvre naturellement directement notre conversation, en servitude financière, car ce sont les banques et les grands oligarques de la superclasse mondiale qui sont aux commandes des médias français. Et alors, cette phrase que j'apprécie beaucoup, c'est la sainte alliance du capital et des trotskistes de salles de rédaction qui formatent l'opinion. Bref, si vous voulez une formule plus condensée, c'est la sainte alliance d'Assaut Plenel, en quelque sorte. Ou peut-être pourrait-on dire l'arche d'alliance d'Assaut Plenel, ça serait peut-être plus judicieux. Bien, je passe. 2 autres ouvrages de référence qui forment un diptyque, votre dictionnaire de 9 langues. 500 mots parmi les plus employés par l'oligarchie et ses médias pour tromper l'opinion, mots tabous, mots trompeurs, mots marqueurs, mots sidérants, subliminaux. Passez au décryptage de Paul Emiat. Alors, sur la novlangue, nous allons rééditer une nouvelle version enrichie avec cette fois 1000 mots. 1000 mots. Et en édition chez Via Romana. Toujours chez Via Romana. Non, certains livres ont été publiés uniquement par Paul Emiat, mais là, celui-là sera édité par Via Romana, et donc c'est très, très enrichi puisqu'il y a 1000 mots. On en trouve tous les jours. Oui, le plus en vogue actuellement est migrant. Oui, le terme de migrant, qui est un américanisme. Le migrant, il ne bouge pas, il vient s'installer en Europe. Il n'a pas vocation à bouger. Il vient s'installer illégalement en Europe. Il vient s'installer sans respecter nos lois. Par conséquent, ce n'est pas un migrant, c'est un envahisseur. Voilà. Et ce qui est tout à fait étonnant, c'est que le dernier numéro de Valeurs Actuelles consacre un grand dossier en fait à toute cette vague migratoire, et c'est titré Migrants. Voilà. Et je me suis dit, ils prennent la langue de l'adversaire. Mais c'est un peu. Le numéro est évidemment très critique. Il y a une interview de Ciotti, etc. Oui, mais c'est un terme. Ils utilisent migrants. Mais ce qui est incroyable, c'est que on va remonter. On s'appelle un faux ami. On va remonter à 40 ans en arrière. Ordre Nouveau a été dissous parce qu'il y avait eu des bagarres, et à l'époque, j'ai retrouvé l'affiche l'autre jour, c'était halte à l'immigration sauvage. Oui. Bon. Alors après, ça a été l'immigration illégale. Alors après, ça a été les clandestins. Oui, après, ça a été les sans-papiers. Et aujourd'hui, il n'y a plus aucune connotation puisque ce sont les migrants. Donc, qui viennent assurer le renouvellement du lien social et du vivre ensemble. Et on voit ça partout. Qui viennent tester nos capacités de vivre ensemble. Et qui s'imposent, y compris dans nos têtes. Y compris dans nos têtes. Et nous avons reçu, Henri, vous le savez, des courriers ou des courriels, plutôt des courriels d'auditeurs de Radio Courtoisie qui ont reproché au bulletin de réinformation d'utiliser le mot migrant. Et ces auditeurs, d'ailleurs, ont raison. Absolument, oui, simplement, c'est ça qui est terrible. C'est même quand on forme des anticorps, même quand on est dissident de la pensée unique, de la pensée dominante, de la pensée conforme, on finit par être influencé par elle et par ces mots. Et d'ailleurs, si vous allez sur un compte Twitter, par exemple, vous allez avoir intérêt, pour être repris ou être vu par d'autres que vos propres amis, à utiliser le hashtag migrant. Voilà. Donc, c'est terrible. Oui, mais Valeurs Actuelles, tout à fait, contribuent à banaliser ce terme. Et la réinformation, je reviendrai demain d'ailleurs là-dessus, parce que la réinformation ne doit pas utiliser la novlangue. Oui, mais c'est difficile. Quand il y a 1000 mots qu'on entend tous les jours, on a tendance à les reprendre. Oui, mais surtout le mot migrant qui fait penser naturellement à émigrant, immigrant, c'est la confusion. Encore une fois, on peut le considérer comme un faux ami, en quelque sorte. Oui, mais c'est vrai, vous avez raison sur intention idéologique. Sur le fond. C'est quand même moins caractéristique que sans papier. Là, on est dans l'idéologie à l'état pur. Le terme migrant, on peut excuser... mais migrant, ça passe plus presque. Parce que migrants enlèvent totalement qu'en fait, ce sont des immigrants. Oui, parce que c'est pas de l'émigration, c'est de l'immigration. Donc, avec le terme migrant, qui s'applique aux deux sens... et alors maintenant, d'ailleurs, on nous dit, les ministres, je ne sais pas, la ministre qui s'occupe de ce genre de choses, a dit oui, mais je veux m'occuper des flux dans les deux sens. Une adepte de la remigration, est-ce possible ? Mais j'aurais juste donné un exemple. Il y a eu une récente,
petite polémique, il y a eu un prêtre, je crois que c'est la commune du Lavandou ou quelque chose comme ça, qui s'est vu interdire de dire la messe, je crois, du 15 août. En plein air. En plein air. Oui. Alors finalement, c'était reporté, enfin c'était annulé à la suite de... Et alors, le communiqué de la mairie, le premier et le second, sont également fantastiques, parce que le premier communiqué explique qu'en fait, cette messe est interdite en raison du vivre ensemble. Donc c'est vraiment de l'application. Mais ça, alors, il y a des gens qui sont particulièrement néfastes, nocifs dans ce pays. Ce sont tous les gens qui travaillent, beaucoup de gens, pas tous, il y a des exceptions bien sûr, qui travaillent dans la com, parce qu'ils reprennent le vocabulaire dominant pour plaire aux médias. Et il la propage avec l'argent public. Je ne sais pas quelle est la couleur du maire du Lavandou, peu importe d'ailleurs, mais ce sont les agents de com qui se croient très intelligents et qui sont simplement des perroquets qui reprennent les mots qui vont bien. Des médias, et on a une tyrannie de la communication dans les partis politiques, dans les mairies, dans beaucoup d'endroits. Messieurs, savez-vous que je suis en train de vous présenter? Oui, pardon. Et là, nous sommes encore dans le cœur du débat, donc je continue ma présentation. Je vous laisse, promis, je me tais, je vous laisse la parole après. Alors, je rappelle quand même que le terme Novembre, nous le devons à George Orwell dans son roman 1984. Donc, c'est un roman qui date des années 50, d'après mes souvenirs. Qu'il faut relire régulièrement. C'est un précurseur. Il a tout prévu. La minute de haine, la novlangue, l'inversion du sens des termes, etc., etc. Donc, effectivement, ça, je conseille, relisez le roman de George Orwell 1984. Qui est devenu une réalité. Oui, c'est en effet, ce n'est plus de la fiction. Aujourd'hui, ce sera un reportage, c'est une enquête. Alors, deuxième ouvrage que je mets en relation, en diptyque avec ce premier ouvrage de novlangue, c'est le dictionnaire de la réinformation. Les mots sont des armes, écrivez-vous, Polémia fournit ici un lexique de la dissidence, 500 mots-clés, libérateurs, accusateurs, oublier ou à retrouver le franc-parler politique comme arme pour libérer les esprits. Vous avez fait en quelque sorte une espèce de pendant, chaque mot de la novlangue étant associé à un mot de la vraie langue. Le pendant est imparfait, mais c'est l'esprit, oui. Alors, la Fondation Polémia organise chaque année la cérémonie des Bobards d'or, qui commence à avoir une certaine notoriété, voire une notoriété certaine, une cérémonie parodique au cours de laquelle sont remis non pas des Césars ou des Oscars, c'est un petit peu académique, mais des Pinocchio. Alors, est-ce que vous pourriez nous préciser le sens de ce Pinocchio, Jean-Yves Le Gallou? Il récompense les meilleurs menteurs, et donc c'est très difficile parce qu'ils sont très nombreux dans les médias. Vous dites que c'est une cérémonie parodique, c'est pas du tout parodique, on récompense les meilleurs. Oui, absolument, vraiment. Mais les meilleurs ne viennent pas chercher leur récompense, c'est un peu dommage. Voilà. Non, c'est tout à fait dommage, en effet. Alors, le lauréat des derniers BO, c'était quoi? BO, il y a eu notamment officiel, mais l'AFP qui a eu un bobard pour avoir prétendu qu'un homme qui a été assassiné par l'État islamique avait été fait prisonnier et retenu par Bachar el-Assad. Voilà, ce qui est un bobard de guerre tout à fait admirable. Je dois dire que nous sommes allés remettre leur bobard à l'AFP. Et l'AFP, ce jour-là, était protégé par la police, alors que notre démarche était tout à fait pacifique. C'est un bel hommage au Bobard d'or. Ça permettait de dire que la police de la pensée était sous la protection de la police tout court. Voilà. Alors, vous êtes également cofondateur de l'Institut Iliade, l'Institut de la longue mémoire européenne, dans la continuité de la pensée de Dominique Venner. L'Institut Iliade qui vient de publier une superbe vidéo sur l'esprit européen, vidéo disponible sur le site de l'Institut, Et je vous convie, amis auditeurs, à diffuser cette vidéo sur votre carnet d'adresses. Cette vidéo fait suite à deux autres sur l'esprit français. Qu'est-ce qu'être français? Voilà, qu'est-ce que vous avez à dire pour votre défense, Jean-Yves Le Gallou? Est-ce que j'ai été complet? Oh oui, trop long. Ah oui, mais je vous ai interrompu. Mais oui, je conseille. Alors, oui, je conseille évidemment la vidéo ni Lampedusa, ni Bruxelles, être européen. Et
aussi, même si elle est plus ancienne, mais elle a été vue près de 700 000 fois, la vidéo Être français, Oui, j'en ai parlé, qui donne, en je effet. crois, une définition d'être français un peu plus sérieuse Que l'Express. que le numéro Oui, c'est spécial ça. de l'Express, qui arrive tout Ah, de j'ai même, vu ça, en effet. qui arrive tout de même à mettre dans sa une, pour parler d'être français, il n'y a pas un seul nom de français de souche. Alors, qu'on puisse être français sans être français de souche, oui. Qu'on puisse s'exprimer sur être français en étant italien, pourquoi pas. Il n'y a pas d'italien, je crois pas. Non, mais il n'y a pas. C'est quand même, j'ai dit, tout de même, ils auraient pu trouver un Dupont, Un Le Gallou. ou un Dubosc, je ne sais pas. Non, Ou un c'est Ratier. extraordinaire. C'est un racisme. C'est un racisme On peut, anti-français en effet, de le souche. considérer comme Le ça. journal de M. Barbier. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que la même semaine, Le Point fait sa couverture sur le même sujet et utilise exactement la même technique. On a l'impression que ça a surgi. Vous connaissez Jean-Yves Le Gallou, évidemment, tout ça. Ils ont les mêmes idées au même moment parce qu'ils fréquentent le même milieu, Oui. ils sont ici des mêmes écoles, ils Oui. se rentrent, etc. Et le numéro est construit exactement de la même manière. Et c'est l'inévitable pseudo-démographe de service, dont on ne va pas citer le nom, ça lui faire trop d'honneur, qui est évidemment interviewé. Et de même, il y a des portraits dans Le Point, pratiquement exclusivement, avec des gens d'origine étrangère. Et pour la France, je crois, on doit interviewer Finkielkraut ou je ne sais pas qui. Mais c'est incroyable. J'ai été sidérant. La même semaine, bon, c'est pas la même couverture, ils n'ont pas quand même pris la même image. La même semaine, l'Express et Le Point font qu'est-ce qu'être français. Ils n'interrogent aucun Français. Oui, absolument. De souche. Alors, de souche, absolument. De souche, absolument. Précis. Ah oui, Absolument, vous avez oui. même Edwy Plenel. Vous voyez, je préfère. Alors c'est français de branche plutôt que français de souche. Français de branche, c'est une expression qu'avait utilisée Jean-Marie Le Pen Jean-Marie sur la Le Pen, daille d'Argenteuil en Ouais. 2007, ce qui avait valu à l'époque au Front National volée de un bois score vert. de 10%, qui est son plus mauvais score historique à une élection présidentielle. Donc bon, on comprend mieux que ce soit Mais utilisé d'ailleurs mais par Edwy Plenel, ce parce qui que est là c'est plus fantastique, adapté. c'est que aussi bien l'Express, qui est considéré quand même plutôt comme centriste, que Le Point, qui est considéré comme classé un peu plus à droite, si vous voulez, font la même couverture, la même structure et les mêmes conclusions. C'est-à-dire que le migrant Oui, est un enfin, enrichissement. Ouais, enfin, bon, alors l'Express, propriétaire, M. Drahi, Oui. milliardaire israélien, Franco-israélien. finance sur Non, la- non, il il a renoncé à la abandonné nationalité la française. nationalité Excusez-moi, française. Il a pas au renoncé à la courant. nationalité française. On la lui redonnera sûrement s'il la demande. hein. Bon, mais et qui d'ailleurs développe son empire sur une pyramide de dettes, ce qui quand même conduit à se poser quelques questions. Avec de Et, Ponzi, même. et le Point dont le propriétaire est Monsieur Pinault, qui pollue ou fait polluer le château de Versailles Avec de par pseudo-productions, un certain nombre d'œuvres dites d'art contemporain, dans le but de faire monter les Sa valeurs propre collection, des œuvres qu'il détient dans sa collection. Voilà les gens qui nous expliquent ce qu'il faut penser sur être français. Alors là, c'est ce qu'on peut appeler dans le cadre d'Express, ils font ça régulièrement, c'est le bobard commercial doublé du bobard idéologique. C'est-à-dire, on fait un titre qui fait que les gens vont acheter. Être français, c'est vendeur, coco. Et les gens vont l'intérieur acheter. est moins Il y a eu reluisant. aussi l'immigration, le vrai coût de l'immigration, la vérité sur le coût de l'immigration. C'est vendeur, coco, avec une illustration, une image qui était très vendeuse, effectivement. Donc ça, c'est le bobard commercial en une. Et à l'intérieur, c'est le bobard idéologique. Parce qu'une fois qu'on a attrapé le gogo avec la couverture, on lui vend l'idéologie. Oui. On lui vend l'idéologie. Je trouve ça admirable. Parce que vous gagnez de l'argent en vendant vos salades. Mais le C'est pêcheur quand du même dimanche, formidable, admirable. le pêcheur du dimanche a exactement la même technique. Il hameçonne, et il tire de l'eau absolument. après. Ouais. Bien, alors est-ce que je vais terminer ma présentation? Je n'en sais rien. Ouais, quand vous aurez terminé ma présentation, que vous aurez Non, ça y terminé est, celle ça y est, d'Emmanuel, l'émission sera terminée. quasiment terminée. Ouais. Alors Emmanuel Ratier, vous êtes diplômé du Centre français du journalisme, le CFJ, et de l'Institut d'études politiques, plus connu sous l'appellation Sciences Po. Alors une interrogation après le CFJ et Sciences Po, comment avez-vous fait pour ne pas être de gauche? C'est quand même très étonnant. Vous vous êtes Non, c'est que trempé dans j'avais dissimulé une mon potion parcours. magique ou quoi? J'avais dissimulé mon parcours pour pouvoir rentrer dans ces deux écoles, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore les moteurs de recherche. Sinon, je sais que je ne serais pas rentré. Donc vous êtes rentré voilé, si j'ose dire. Oui. Vous avez collaboré à de nombreux C'est le journaux. Belphégor du journalisme.
Enfin, en particulier l'école de journalisme, où on était, à l'époque, c'était des petites promotions, il n'y avait quasiment aucune école de journalisme en France, il n'y en avait que 2. Il y avait l'école de Paris, dont je suis issu, l'école de Lille, qui était dirigée par Hervé Bourges, et en tout, c'était tout, puis il y avait 2 ou 3 autres écoles, mais qui n'étaient pas retenues. On était des toutes petites promotions de 30 personnes, donc en général 5 ou 6 personnes qui étaient étrangères, qui repartaient dans leur pays. Et ce qui était extraordinaire, moi, dans ma promotion, on devait être 30, je crois, ou 32, il y avait 30 trotskistes. Cherchez l'erreur. Il y avait moi, dont on pensait que C'était l'erreur. dont on pensait que j'étais trotskiste, et un autre, bon, qui était plutôt, je sais plus comment, trotskiste qui était centriste. plutôt chiracien. Oui, mais enfin, il y avait quand même du pluralisme, parce qu'il y a différentes tendances dans le Oui. trotskisme. Ah oui, donc, l'albertisme, je pense que les différentes tendances du trotskisme étaient absolument. Il y avait représentées. même des pablistes, ce qu'on a oublié, qui est quand même tendance, voilà. Là, c'est de la paléo. Mais il était évident politique, ça. qu'on ne pouvait pas rentrer si, dans les copies, etc., vous avez dû montrer patte blanche alors. Ah oui, Patte rouge, si ah j'ose oui, dire. les examens étaient très, enfin, le concours était très difficile. Il y avait 12 fois plus de candidats que de places, ce qui est la règle aujourd'hui. Et moi, j'ai soigneusement pesé ce que j'écrivais, quoi. Voilà. Et ils ont mis 1 an et demi à m'identifier. Et après, vous avez été viré. Après, ils m'ont plus parlé. Et vous ont donné votre visa de sortie quand même. C'était aux élections européennes, les premières élections européennes en 79. Et donc, moi, à l'époque, je soutenais le PFN, donc c'était la liste de l'euro-droite. Et donc, il y a eu une attaque à la mutualité, on faisait un meeting, et moi, j'étais d'un côté, et eux, ils étaient de l'autre. Et donc, à ce moment-là... Vous êtes reconnu quand même. Les derniers mois, ils m'ont plus parlé. Et surtout, j'ai été le seul élève. À l'époque, tout était payé par la taxe professionnelle. C'était une très très bonne école. On était automatiquement recrutés. On avait tous des postes intéressants. Et moi, j'étais le seul élève qui n'ait pas été placé. Voilà. Volontairement, bien évidemment. J'imagine, ouais. Donc c'est moi qui me suis trouvé mon travail tout seul. Attendez, il faut que je termine ma Vous présentation, appliquez ce écoutez. système pendant 30 ans ou 40 ans. Ah non, vous arrivez, la sélection des vous arrivez à l'état de la presse aujourd'hui. Absolument. On peut donner d'autres exemples. Par exemple, il y a un certain nombre de gens qui ont travaillé au Figaro Magazine, qui sont passés par le CFJ et qui n'ont même pas pu terminer le CFJ parce qu'ils avaient été identifiés. Je connais au moins 2 exemples de gens qui ont été identifiés trop tôt. Et c'était le Figaro Magazine de la haute époque. Oui, pas c'est ça. Et on leur a dit, vous prenez la porte. Poliment. Oui, bien sûr, mais fermement. Je continue. Bien. Alors, vous êtes actuellement rédacteur en chef de Faits et Documents. Directeur. Rédacteur quand même, non? Unique rédacteur. Vous rédigez. Oui. Une lettre d'information confidentielle bimestrielle qui va bientôt fêter son 20e anniversaire. Particularité. Bimensuel, je l'ai bien dit, oui. Bimestriel, vous avez dit. Ah, j'ai dit bimestriel, je suis désolé. Oui, bimensuel, je vous On avez va dire un raison, 15-homadaire. Oui, 2 fois par mois et non pas une fois tous les 2 mois. Pardon. Particularité de cette lettre, y penser toujours, n'en parlez jamais, puisque vous êtes en effet régulièrement et abondamment pillé et photocopié, en particulier dans les ministères, mais vous n'êtes jamais cité. Il y a un truc qui est simple. La revue porte sur la politique française, l'économie, le monde des médias, etc. Il y a des enquêtes, etc. Et en général, j'ai toujours un dossier de présentation, une biographie. La notice Wikipédia change systématiquement après que je publie la biographie. Ouais, ce qui est assez caractéristique en effet. Donc Non, ce qui est bien, c'est qu'il y a des gens qui me reprennent, des abonnés, des gens qui me lisent, et qui se débrouillent. Comme je donne toujours les sources, ils donnent jamais. Ils savent très bien que s'ils mettent Faits et Documents et Emmanuel Ratier, ça va pas passer. Oui. Parce qu'il y a toujours des polémiques. Il suffit de voir ma biographie. Et donc, sur Wikipédia, justement. Et donc, ils corrigent en citant les sources que je donne. Et à ce moment-là, ça passe. Ça passe. Ma grande victoire, le livre sur Valls, a permis de entièrement changer la biographie de Manuel Valls sur Wikipédia. Or, les gens, ils vont sur Google et ils tombent automatiquement sur Wikipédia quand dès qu'ils tapent un nom, puisque c'est le plus consulté. Et donc, ce qui est important, je dirais, c'est pas pour... moi, je préfère, même si je suis pas cité, je préfère l'efficacité. Donc, au moins, sur Wikipédia, on vous dit plus que Manuel Valls est le fils d'un réfugié antifranquiste espagnol. Ça passe plus, en effet, oui, voilà. C'est ça. Et que c'est pas un enfant de la banlieue, quoi. Non, mais bon, votre livre... C'est un enfant trouvé sur la dalle d'Argenteuil, non? Votre livre a eu un certain succès, c'est le moins qu'on puisse dire, et la vidéo que vous avez faite a été vue, je crois, 1,5 million de fois, ce qui est absolument considérable. Donc, j'imagine que vous avez forcé la vérité quelque part. Non, parce que si je prenais Taubira, je pense que je ferais 3 millions.
Ah oui, dépêchez-vous. Avant qu'elle soit virée du gouvernement. Ouais. Oui, dépêchez-vous, c'est un projet, Emmanuel? Non, j'ai pas le temps, mais c'est un bon sujet, quoi. Puisqu'elle raconte n'importe quoi, quoi. Ah, ce serait superbe. Sur ça, en Guyane, elle raconte strictement n'importe quoi. Sur ses origines révolutionnaires, son mari qu'elle aime toujours, alors que le malheureux, il est au RSA, obligé de fabriquer des maquettes de bateaux et de les vendre sur la plage. Enfin, c'est incroyable, quoi. Bon, mais c'est une poète, faut être indulgent. Poète des mers du Sud, comme ça, on appelle ça les ça. poètes des mers du Voilà, Sud. voilà. Le terme griotte, ça existe peut-être, non? Attention, Bien. Henri. Ah, attendez, un griot, une griotte, Oui, je féminise. C'est une cerise, non? Ah, je ne sais pas, ça, c'est aussi Sur un les poète, gâteaux. un poète africain. C'est une cerise sur le gâteau du gouvernement, alors. Alors effectivement, donc chaque numéro de Faits et Documents comporte un portrait, et donc j'ai le dernier numéro sous les yeux. Portrait très fouillé de Ramzi Kiroun. Alors Ramzi Kiroun, c'est quelqu'un de totalement inconnu, mais vous lui consacrez quand même deux volets, 2 numéros. C'est quelqu'un de gauche, incontestablement, puisque je cite l'Observateur. Il fut pendant plus de 10 ans l'homme à tout faire de DSK. Vous savez, le monsieur qui vient d'être blanchi par notre justice indépendante. Et il roule, alors c'est l'été en Corse, l'hiver à Marrakech, et il roule en Porsche Panamera. Je cite l'Obs, je ne me permettrai pas de porter un jugement sur ce monsieur. Non, mais c'est surtout que c'est devenu l'exécuteur des hautes œuvres ou des basses œuvres de l'héritier Lagardère, quoi. Enfin, c'est le bras droit secret d'Arnaud Lagardère, comme il a été le bras droit secret pour certaines opérations de Dominique Strauss-Kahn. Alors effectivement, vous relatez un déjeuner qui a réuni le 20 avril dernier, donc c'est pas vieux, dans un restaurant haut de gamme, naturellement, de la place de la Bourse à Paris. Tenez-vous bien, mes auditeurs, messieurs Hollande, Lagardère, El Kabbach et Kiroun, caricature de la connivence entre le pouvoir politique, le pouvoir économique et le pouvoir médiatique. Je vous dis d'ailleurs les 2 prochains numéros, parce que c'est trop long. Donc le numéro du 1er juillet là, qui est parti mais qui n'est pas encore arrivé chez les abonnés, le grand portrait, et celui du 15 juillet aussi, est consacré à Iskandar Safa, donc autre personnage que personne ne connaît en France. Iskandar Safa, j'ai quand même beaucoup enquêté sur lui, c'est le monsieur qui vient de racheter Valmonde, c'est-à-dire Valeurs Actuelles, quoi. Donc ça m'a paru intéressant parce que c'est un personnage que les gens connaissent pas, quoi. Je donne juste un exemple de sa puissance. C'est la 2e fortune libanaise après la famille Hariri. Il est 64e fortune mondiale. Et pour ne donner qu'un exemple en France, bon, évidemment, c'est un marchand d'armes. Il possède le plus grand domaine privé de la Côte d'Azur. C'est-à-dire qu'il possède 1700 hectares au Lavandou, avec golf privé, avec élevage de chevaux, avec restaurant privé, où se pressent, enfin, salle de restaurant, où se pressent évidemment les hommes politiques essentiels de France et de la région, mais pas seulement, d'autres pays, etc. Si vous trouvez un article sur Iskandar Safa, vous pouvez vous lever tôt le matin. Il y a 15 articles en 30 ans qui sont parus sur lui. C'est un homme essentiel que personne ne connaît. C'est pour ça que je m'intéresse à lui. Je peux ajouter un mot. Bien sûr. Il y avait des hommes d'affaires proches des sentiments identitaires qui étaient candidats à la reprise de Valeurs Actuelles. Il est évident qu'ils n'ont pas été retenus. Peut-être d'ailleurs ne pouvait-il pas surenchérir au même niveau que monsieur Iskandar Safa, c'est assez probable. Bon, ceci étant, je crois que Valeurs Actuelles, c'est un modèle économique qui est quand même un peu périmé. Mais c'est l'hebdomadaire qui oui, c'est l'hebdomadaire qui monte parce qu'il fait dans le politiquement correct. Oui, et je dois dire, moi, je trouve beaucoup d'éléments de la presse écrite aujourd'hui très largement périmés. Je fais une exception, et je le dis. Je fais une exception, c'est précisément la lettre Faits et Documents d'Emmanuel Ratier, parce que là, on trouve concentrée une mine d'informations extraordinaire, et ça ne peut être consulté d'ailleurs de manière commode, précisément que par le papier. Alors que beaucoup d'autres choses, on peut les trouver sur Internet, aussi facilement ou mieux sur Internet, voilà. Et donc, je ne saurais trop recommander les auditeurs, si ce n'est pas déjà le cas, à s'abonner à la lettre d'Emmanuel Ratier. C'est vraiment une source documentaire exceptionnelle.
Alors, vous avez dansé, si, absolument. Je vois que Emmanuel c'est sa modestie qui est mise en jeu ici. Vous faites une enquête sur la mue du Front National, qui est tout à fait de circonstance, et puis ainsi que sur le Club des 100, qui n'est pas étranger à notre discussion d'aujourd'hui pour cette émission. Oui, on en parlera tout à l'heure, parce que c'est un sujet un peu particulier qui m'a amusé, et c'est vraiment étonnant. On en parlera le Club des 100, c'est le siècle des gastronomes, si j'ose dire. Oui, et c'est pour ça qu'il y a quand même sympathique quelque part. Et c'est pour ça qu'il y a à peu près 20 à 25% des membres du Club des 100 qui sont en même temps membres du siècle. Alors nous en parlerons tout à l'heure, voilà. On ne va pas anticiper. Alors comment se procurer votre revue, Emmanuel Ratier ? Vous allez sur Internet, vous tapez Faits et documents, vous tomberez sur mon site. Bon, et donc on peut payer en ligne, tout se passe. Et si vous n'avez pas Internet, vous demandez à votre cousine, votre petit-fils ou quelqu'un. Voilà. Vous dirigez également une maison d'édition, Facta, ainsi qu'une librairie du même nom, située à Paris, mais vous pourriez préciser à quel... 4 rue de Clichy, Paris 9e. D'accord. Alors on est la seule librairie, je dirais... Il y a 2 ou 3 autres librairies à Paris, il n'y en a pas beaucoup, mais il y a 2 ou 3 autres librairies, je dirais, on peut dire qu'ils sont dans la mouvance, pour dire, de l'esprit de Radio Courtoisie. Bon. Nous, à la différence des autres, on fait essentiellement, 90%, c'est des livres d'occasion. Les autres, la librairie Notre-Dame de France, la librairie française ou la librairie Duquesne, eux vendent essentiellement des livres neufs. Nous, j'avais décidé dès le début de pouvoir proposer aux gens que ça peut intéresser, qui veulent se former, des livres en général épuisés ou d'occasion, et je ne cherche pas du tout à faire dans le livre neuf, hormis les petits éditeurs complètement alternatifs ou dissidents, vraiment comme utilisait le terme Jean-Yves Le Gallou, qui sont très 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 mal, qui n'ont pas de possibilité de distribution. Voilà. Et vous organisez dans votre librairie régulièrement des signatures d'auteurs qui, on va dire, qui sont peu invités par les médias, c'est le moins qu'on puisse dire. Je crois que le seul endroit où ils arrivent à passer, c'est Radio Courtoisie. Alors vous avez écrit et édité donc de très nombreux ouvrages, entre autres une encyclopédie politique française en 2 volumes, plusieurs fois rééditée et augmentée. Alors, pour la petite histoire, c'est la seule encyclopédie politique consultable à la Bibliothèque nationale. C'est quand même une sacrée performance, bravo. En 96... Par exemple, elle est plus disponible en usuel à Sciences Po depuis qu'il y a une pétition d'extrême gauche pour la faire retirer. Je donne juste un exemple. Ouais. Et l'Institut d'études politiques n'achète plus aucun de mes livres. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas acheté le livre sur le siècle, ils n'ont pas acheté les changements sur Valls non plus. Ils n'ont pas acheté les guerriers d'Israël, ils n'ont pas acheté le livre sur Valls, etc. Ils refusent de les avoir. Parce qu'il y a la pression du lobby trotskiste et homosexualiste, il faut quand même être clair, fait que même à Sciences Po, il y a maintenant il y a une orientation de la bibliothèque. C'est quand même fascinant de voir ça. Que moi, quand j'y étais, Jean-Yves, vous avez été à Sciences Po? Oui, il y a très longtemps, oui. On y trouvait tout ce qu'on rêvait. Ah oui. Non, mais c'est-à-dire qu'il n'y avait pas Internet, si vous voulez, on y trouvait tous les... Moi, je me suis formé idéologiquement largement, parce que, si vous voulez, on mettait des années à trouver un livre, et à Sciences Po, il y avait tout. Ouais. Bon, donc, évidemment, tous les auteurs nationalistes. Bon, on trouvait... c'était fascinant. Et aujourd'hui, il y a en plus un enfer, puisqu'un certain nombre de livres sont interdits de consultation. Enfin, il faut faire... Et je crois ne figurent pas dans les fichiers, et il faut faire une demande écrite pour pouvoir les consulter. Et notamment, les Non. Moi, je crois qu'ils ont... ceux qui sont des fichiers, mais avant, vous savez, il y a des salles d'usuel. Bon. Non, mais tous les ouvrages sur le révisionnisme historique ont été achetés à une époque par l'Institut d'études politiques, parce que ça rentre dans le code des recherches pour avoir... Si vous voulez, ils ont des crédits colossaux pour acheter, donc ils sont abonnés à des centaines, voire des milliers de revues, ils achètent pratiquement tout ce qui sort dans tous les domaines, mais ça, c'est totalement indisponible, alors qu'ils y sont, puisque moi, je les ai consultés. Bien, écoutez, je vais terminer ma présentation, j'espère, d'ici 10 minutes quand même. Alors, en 1996, vous publiez Au cœur du pouvoir sur le club d'influence Le Siècle, sous-titré Enquête sur le club le plus puissant de France. Dernière édition en 2011, et vous venez Oui. Si.
L'avant-dernière, pardon. Oui. Et la dernière, donc maintenant, il y a 3 mois. 2015. 2015. Donc, vous venez de publier une nouvelle édition mise à jour et tenant compte, j'imagine, des nouveaux entrants. Et c'est naturellement pour cette actuelle édition que je vous reçois aujourd'hui. Vous avez un site sur lequel vous publiez régulièrement des vidéos. Et je répète que la vidéo sur Manuel Valls a été vue plus d'1,5 million de fois. Toujours pas de procès sur toutes vos activités louches, pas de procès. Non. Depuis 20 ans, quoi, grosso modo. Je dis toujours ça quand les gens m'interrogent, je leur dis mais vous inquiétez pas, ça viendra un jour. De toute façon, il est de plus en plus difficile de s'exprimer très directement, et donc chaque mot, je suppose que c'est pareil pour Polémia, je pense que c'est pareil pour le bulletin de réinformation auquel j'ai collaboré pendant plusieurs années, c'est pareil pour les animateurs de Radio Courtoisie, c'est pareil pour les auteurs qui signent à la fête du livre de Radio Courtoisie. On est obligé de peser de plus en plus chaque mot quand on aborde un certain nombre de thèmes, parce qu'on sait qu'on va être poursuivi parce qu'on appelle les ligues de vertu, c'est-à-dire la LICRA, le MRAP, la Ligue des droits de l'homme, SOS Racisme, etc. Et un exemple type, c'était la fameuse couverture dont tous les gens qui ont un peu de bouteille se souviennent du Figaro Magazine, avec cette fameuse entretien avec Valéry Giscard d'Estaing, immigration-invasion. C'est un terme qu'on ne pourrait plus... Figaro Magazine, qu'on ne pourrait plus utiliser aujourd'hui. Si vous parlez d'invasion, vous êtes automatiquement poursuivi. Je pense par contre qu'on peut utiliser, Henri de Lesquen le fait et je pense qu'il a raison, qu'on peut utiliser le terme envahisseur s'agissant de migrants clandestins. Ce qui est un peu différent. À partir du moment où ils sont en dehors des lois, je pense que le terme envahisseur peut être utilisé. Je pense aussi qu'il y a un certain changement dans la défense judiciaire, puisque je vois que des gens qui sont poursuivis, pas plus tard qu'il y a quelques jours, comme Zemmour, ou il y a un peu plus longtemps, comme Renaud Camus. Renaud Camus a fait ouvertement une défense de rupture en refusant... Au sens de Vergès. Alors en allant très loin, effectivement, oui, mais Vergès, il a fait de la fausse rupture. Hein, franchement, alors là... Il négociait les dossiers comme d'autres dossiers. Ouais, non, alors ça, Vergès, bon... Donc on fait de la réinformation sur Vergès. Ouais, on fait de la réinformation sur Vergès. Non, de la vraie rupture, d'abord, il est allé sans avocat. Donc sans avocat, vous n'avez aucune chance de gagner, puisque vous pouvez gagner ces procès qu'au titre de la procédure. Et il a réexpliqué ce qu'il avait dit en expliquant mais c'est normal que vous me condamniez puisque vous êtes des instruments du pouvoir. Voilà. On pourrait d'ailleurs rappeler aux magistrats, c'est quand même assez extraordinaire, les magistrats, tous ont prêté serment au maréchal Pétain en 1940, tous, sauf un. Et tous ensuite ont participé à l'épuration avec beaucoup de zèle, les mêmes. Et celui qui n'avait pas prêté serment au maréchal Pétain en 40, donc avait quand même un peu de caractère, il a été réintégré tout de même en 44, mais il n'a pas fait carrière. On l'a mis dans un placard parce qu'un type comme ça, on ne pouvait pas lui faire confiance. Voilà. C'est des choses dont il faut se souvenir quand on parle de la magistrature. Bien, écoutez, je termine. Parce que j'aurais voulu... Alors, allez-y. Non, mais je crois que Jean-Yves, vous êtes quand même... Je vois bien ce qui se passe, mais vous êtes quand même optimiste, parce que moi, je les relève maintenant de plus en plus souvent. Les journalistes, les blogueurs, les écrivains, etc., sont de plus en plus condamnés. Un exemple type, il a des côtés totalement irraisonnés, mais c'est un blogueur qui s'appelle Boris Lelay, qui vient de se prendre 6 mois de prison pour avoir écrit qu'il n'y avait pas de Celtes noirs. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que dans les commentaires, les journalistes, par exemple, je crois que le journaliste de Ouest France ou du Télégramme de Brest dans son article, dit effectivement il n'y a jamais eu de Celtes noirs. Bon, mais il dit, mais en même temps, c'est scandaleux, il fallait évidemment le condamner. Bon. Et encore là, le journaliste est honnête, parce qu'en général, on dit que quelqu'un a été condamné pour des propos racistes ou des propos extrémistes, et donc citer, l'opinion se dit, mais s'il a été condamné à 6 mois de prison, il a dû dire des choses absolument épouvantables. Et on ne dit pas le motif
pour lequel il a été poursuivi, le motif, le texte pour lequel il a été poursuivi, qui permet effectivement de se faire une opinion, oui. Alors il y a Boris Veuve qui a été condamné effectivement à 6 mois de prison. D'ailleurs, souvent... il semblerait qu'il n'ait pas été présent au procès. Non, condamné par contumace, il est peut-être pas par contumace, parce qu'on n'est pas aux assises, mais condamné par défaut. Donc là, en général, on en prend plein, quoi. Voilà. Vraiment, je trouve que les condamnations tombent de plus en plus lourdement et elles deviennent plus lourdes, financièrement. Financièrement, bien sûr. Parce que la prison, ils hésitent, sauf cas exceptionnel. Sauf cas très exceptionnel, parce que la prison, ça peut faire du martyr. Donc, ils essayent de frapper vraiment, d'assassiner au portefeuille. Voilà. Il y a aussi le cas d'Anne-Sophie Leclerc, qui a été... Alors évidemment, elle a gagné en appel, mais c'est un procès qui coûte des fortunes, heureusement. Pas des fortunes, parce que c'est un gros travail d'avocat, parce qu'il y a plusieurs procès pour la même affaire, ce qui est là encore hallucinant, qui a des déplacements à Cayenne, qui est la destination la plus chère depuis Paris, quasiment. Il y a que Madame Taubira qui peut se la payer régulièrement. Elle est chez elle, et donc, si Anne-Sophie Leclerc avait pas été soutenue par l'association Solidarité pour tous, eh bien, elle n'avait aucun moyen de se défendre. Aucun moyen de se défendre, voilà. Alors, elle a été condamnée en première instance à 9 mois de prison ferme. 50 000 euros 9 mois de prison ferme et 50 000 euros d'amende. Ce qui est impayable parce qu'elle a pour une blague peut-être de mauvais goût, j'en sais rien, une blague de comptoir, quoi. Sur Facebook, une blague de comptoir. Elle a de tout petits revenus. 9 mois de prison et 50 000 euros d'amende pour quelqu'un qui a à peine le SMIC, quoi. Voilà. C'est la justice socialiste, voilà. Et enfin, vous êtes patron d'émission. Je termine. J'arrive au bout de 43 minutes. J'arrive à la fin de ma présentation. Vous êtes patron d'émission sur notre antenne. Vous dirigez le mercredi, tous les mois, le libre journal de la résistance française. Et j'ai été à peu près complet, Emmanuel Ratti. Oui, attaquez les questions avec... 43 minutes de présentation, d'accord. Eh bien, écoutez, record battu, non ? Oui, largement, oui, largement. Mais il y a des arrêts de jeu quand même, parce que vous avez beaucoup parlé. Alors, Jean-Yves Le Gallou, la désinformation publicitaire, édition Via Romana. Donc, il s'agit d'un ouvrage collectif, publié par Via Romana, un éditeur méritant qu'on pourrait peut-être présenter un peu. Écoutez, Via Romana est ce qu'on appelle un petit éditeur, mais un petit éditeur doublement sérieux, triplement sérieux même. Un, parce qu'il tient ses délais et ses engagements, ce qui n'est pas toujours le cas dans ce métier difficile. Deuxièmement, parce que il a un diffuseur, qui n'est pas un grand diffuseur, hein, c'est pas Flammarion ou c'est pas Gallimard, mais il a un diffuseur, donc c'est de ce point de vue-là un vrai éditeur. Et troisièmement, il a même l'élégance, c'est pas une chose à laquelle je suis particulièrement attaché, mais lui tient. Il a même l'élégance de payer des droits d'auteur, ce qui n'est pas toujours le cas non plus des petits éditeurs, enfin des petits ou moyens éditeurs. Donc c'est vraiment quelqu'un de tout à fait remarquable, qui lui-même est aussi patron d'une émission sur Radio Courtoisie. Ah, très bien. Et puis il a un très très beau catalogue. Et il a un bon catalogue. Vraiment, il y a des choses inégales, mais il a publié vraiment des gens importants. J'ajoute, si vous voulez, là où il est bon éditeur, c'est qu'il a la démarche d'aller vers des auteurs potentiels pour leur demander de faire quelque chose. Et par exemple, il m'a demandé, il y a 3 ou 4 ans, je crois, à la journée du livre à Versailles, il m'a dit j'aimerais vous publier, réfléchissez, on se voit. Et c'est comme ça que j'ai fait la tyrannie médiatique. Alors, j'avais beaucoup d'éléments pour rédiger la tyrannie médiatique, mais il a fait son travail d'accoucheur, en quelque sorte, ce que doit être un éditeur. Voilà. Alors cet ouvrage collectif, publié sous l'égide de la Fondation Polémien, fait suite à votre livre sur la tyrannie médiatique. Alors quelle était la thèse de cet ouvrage ? Rapidement, évidemment. La tyrannie médiatique ? Oui. C'est très simple. La tyrannie médiatique, c'est que tous les pouvoirs judiciaires, économiques, enfin d'entreprise, politiques bien sûr, culturels, sont sous la domination du politiquement correct, et que ce politiquement correct est imposé par les médias et par les agences de communication. Voilà, je fais simple. Et alors pourquoi avoir finalement traité spécifiquement dans un ouvrage à part de la désinformation publicitaire ? Si vous voulez, c'est un aspect particulier d'un sujet plus général. Mais la publicité, c'est évidemment essentiel, puisque c'est la principale source de revenus des médias. Les médias, ils vivent de quoi ? Ils vivent d'argent public pour les médias publics.
Ils vivent de subventions, de mécènes, pas désintéressés quand ils font des pertes, et ils vivent surtout de publicité. La rentrée des médias, c'est la publicité. Et vous connaissez l'expression qui paye commande. D'ailleurs, Radio Courtoisie, moi je pensais longtemps que Radio Courtoisie exagérait en répétant régulièrement que c'était la seule radio libre puisqu'elle n'avait pas de publicité. Eh bien, je crois que c'est profondément vrai. Parce que la publicité, elle transforme à la fois le contenu d'un média et la forme d'un média. Elle transforme le contenu d'un média parce qu'on va imposer un contenu compatible avec les gens qui apportent l'argent. Il y a un témoignage qui est assez joli, qu'on peut trouver d'ailleurs sur Internet. C'est monsieur Nicolas de Taverneau, patron de M6, interrogé sur Canal+. Et la journaliste le bouscule un petit peu et lui dit « Mais écoutez, vous devez quand même avoir des pressions politiques, notamment sur l'émission Capital, qui traite du monde économique de l'entreprise. » Et alors Taverneau dit « Non, pas du tout. Pas du tout. Il n'y a pas de pression politique. » Bon, évidemment, on va pas dire du mal de nos annonceurs. Mais ça, c'est pas une pression économique. C'est pas une pression politique, c'est une pression économique, c'est normal. C'est de la courtoisie. Et alors, là où la scène est très très belle, c'est qu'il a à côté de lui le patron du MEDEF, monsieur Gattaz, qui fait une tête absolument effondrée, qui trépigne, qui agite les mains, parce qu'il dit, mais qu'est-ce qu'il raconte ? Il dit la vérité, il dit qu'il y a des pressions économiques, bien sûr, et pour Taverneau, alors j'ai trouvé Taverneau d'ailleurs assez sympathique, parce qu'il le dit en C'était une naïveté feinte ou bien non, il le dit en toute sincérité. Mais ça n'est qu'un aspect. Je pense qu'il faut voir, et c'est le plus important, c'est que ça pèse sur le format des émissions, sur le format des journaux. C'est-à-dire, c'est ce qu'avait dit monsieur Lollet, pas Boris, Lollet, le patron de TF1. Patrick Lollet, oui. Patrick Lollet. Le métier de TF1, c'est de vendre du temps de cerveau disponible pour Coca-Cola. Et pour vendre du cerveau disponible, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il faut des articles légers, creux, reposants, sans grand contenu. Et dans les reproches qui ont été faits, il y a 30 ans, au Figaro Magazine de la grande époque, il y avait 2 reproches, en fait. Il y avait le reproche d'être politiquement ou idéologiquement incorrect, et il y avait le reproche d'être trop intellectuel, trop intelligent, parce que ça ne prédisposait pas les gens à gober le message publicitaire. Ce qui fait que le Figaro Magazine de la grande époque, de grand niveau, avait 800 000 lecteurs, que les publicitaires l'ont tué, que l'ayant tué, ayant obtenu qu'un certain nombre de gens soient liquidés professionnellement, le journal est tombé à 200 ou 250 000 exemplaires, il est remonté depuis, mais il avait plus d'argent de la publicité à 250 000 exemplaires qu'à 800 000. Ce qui prouve à quel point la publicité ne s'intéresse pas seulement aux chiffres de vente, mais s'intéresse aussi au contenu, au message diffusé et à la disponibilité du lecteur ou de l'auditeur ou du téléspectateur. Alors j'ai la citation. Jean-Yves, c'était un peu particulier, en fond, on le sait tous les deux. Jean-Claude Valal l'a raconté dans ses mémoires. Absolument. Je crois que Alain de Benoît en a parlé, etc. C'est parce qu'il y a eu des pressions très fortes sur Marcel Boelstein-Blanchet, le patron de Publicis, par un certain nombre d'organisations communautaires juives, faut être clair, qui avaient demandé à ce que l'équipe qui dirigeait le Figaro Magazine soit éliminée, faute de quoi il n'y aurait plus de publicité. Et Marcel Boelstein-Blanchet a téléphoné... C'est Maurice Lévy. Oui, mais c'est... Maurice Lévy étant le gendre et l'opérateur de Marcel Boelstein-Blanchet, oui. Ils ont téléphoné à Robert Hersan. Et Robert Hersan, c'est Jean-Claude Valal raconte, qui à l'époque était le patron du Figaro Magazine, pas le rédacteur en chef ou le directeur de la rédaction, je ne sais plus. Et donc, du jour au lendemain, Robert Hersan leur a dit « Je suis désolé, mais il y a tous les autres journaux qu'il faut faire vivre, puisqu'il avait de la presse de province, je suis obligé de vous virer. » Alors, c'est raconté effectivement dans les mémoires de Jean-Claude Valal, qui est disparu aujourd'hui. Et ce passage-là des mémoires avait été rédigé et mis en ligne avant les mémoires qui sont posthumes, et on peut le trouver sur Paul Emiat.
Donc si vous allez sur Google, que vous mettez Paul Émiat, Jean-Claude Vallat, vous trouverez, les auditeurs peuvent trouver l'article qui est très intéressant. C'était Jean-Pierre Bloch qui était intervenu derrière, qui avait appelé Marcel Bloch-Steinblanché, il le raconte. Alors j'ai la citation sous les yeux, la citation exacte de Patrick Lelay, c'est en 2004, il est PDG à l'époque de TF1. J'ouvre les guillemets, il y a beaucoup de façons de parler de la télévision, mais dans une perspective business, soyons réalistes, à la base, le métier de TF1, c'est d'aider Coca-Cola, par exemple, à vendre son produit. Or, pour qu'un message publicitaire soit perçu, il faut que le cerveau du téléspectateur soit disponible. Nos émissions ont pour vocation de le rendre disponible, c'est-à-dire de le divertir, de le détendre pour le préparer entre deux messages publicitaires. Nous vendons ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau humain disponible. Fin de citation. Alors ça, vous avez bien fait de lire l'intégralité de la citation, Henri, parce qu'on voit très bien que ce qui compte, c'est le message publicitaire. L'entre du message, c'est du remplissage. Le reste, c'est du remplissage qui coûte de l'argent, alors que le message publicitaire permet d'organiser. Alors vous avez la même chose. Vous avez un journal comme Le Monde, qui a la réputation, à tort ou à raison, d'être intellectuel, qui fait un supplément le samedi. Le supplément le samedi, c'est d'une nullité totale. Mais l'objectif, c'est que vous le feuilletiez dans votre canapé, à moitié vautré, et que vous gobiez la publicité qui figure une page sur deux. Mais ce que dit Jean-Yves Le Gallou sur le fait du formatage des émissions par la publicité, c'est évident. En particulier dans le domaine du sport, où il y a des sports qui ont disparu parce qu'il n'était pas facile à être filmé et facile pour créer une pseudo-compétition avec un suspens. Et donc, c'était pas très favorable pour passer des espaces de publicité. Et il y a un certain nombre de sports qu'on a mis en avant. Il y a même des règles, par exemple, dans le judo, qu'on a transformées parce que pour les filmer, pour que ça soit plus favorable, pour maintenir un intérêt, qu'on entre l'art de publicité et les négociations actuellement pour les différentes, c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas, pour les différentes coupes d'Europe, du monde, etc. Toutes les négociations sont sur l'obtention, en France, d'une coupure supplémentaire. Pouvoir rajouter dans un match, je ne sais pas, de 3 heures, une 4e ou une 5e page de publicité. Et c'est ce qui va permettre de rentabiliser l'opération. Et ça, c'est très, très directement. Ça dépend des députés français, ça dépend des députés dans d'autres pays, etc. Pour savoir, et tout le lobbying est fait pour augmenter les plages de publicité. Mais on va sélectionner un certain nombre de sports parce qu'il ne faut pas que le sport soit intellectuel. Il faut qu'il puisse être compris partout. Donc il faut simplifier les règles. Il y a toute une série de choses comme ça. Alors, je rappelle à nos auditeurs que le temps passe d'abord, ça je le rappelle à nos invités, qu'ils sont à l'écoute de Radio Courtoisie. J'ai un certain nombre de messages qui s'accumulent sur le bureau que je n'ai pas lus et je vais m'acquitter de cette tâche puisque, chers auditeurs, vous prenez le temps de nous écrire, donc il est bien normal que nous vous répondions. Alors, pouvez-vous expliquer, c'est le dernier message, je suis désolé, c'est par ordre antéchronologique, comme on dit. Pouvez-vous expliquer et confirmer le mécanisme des messages subliminaux ? Nous en parlerons lorsque nous parlerons des techniques de manipulation des masses, Jean-Yves Le Gallou. Une dame qui signe « Monsieur Jean-Yves Le Gallou, je diffuse le plus possible la vidéo sur la définition de l'Europe sur Iliad ». Cette dame la trouve absolument superbe. C'est un coup de pouce au moral, cordialement. Merci. Ce monsieur signe aussi Jean-Yves Le Gallou, Emmanuel Ratier, 2 plus grands et vrais journalistes de France, des journalistes du réel. Moi, je suis pas journaliste, Ratier. Écoutez, donc vous faites office. Est un homme sérieux. Merci c'est un autre auditeur, merci de cette magnifique émission, merci cher auditeur, c'est exactement votre mission, nous informer sur la réalité de ce monde orwellien. Merci de l'émission de mercredi dernier, je ne savais pas je sais pas quelle émission. J'ai eu une émission excusez-moi, bien sûr, oui, c'est l'émission d'Emmanuel Ratier, bien sûr. Oui, que j'ai écouté, bien sûr. Allez vous faire une autre émission sur la franc-maçonnerie, Emmanuel Ratier, c'est ce que nous demande. C'est votre émission, c'est pas la mienne. Bon, il faut expliquer le processus qui a amené à ces différentes choses.
Monsieur Ratier, parlez-nous de DSK un jour. Bon, donc je vous confie la mission. Un message qui nous reporte au tout début de notre émission, c'est-à-dire il y a quasiment une heure. Selon moi, ce ne sont pas des migrants ni des clandestins, mais des délinquants, nous dit cet auditeur. Merci d'avoir invité Emmanuel Ratier. Je l'adore, je me répète, oui, merci. Vous avez des groupies, enfin, excusez-moi, des fans, non plus, des amateurs, des amatrices peut-être. Monsieur Ratier avait voulu le livre de Monsieur Pierre Perrin sur le mal-être de la République. Une auditrice, qu'est-ce que le mondialisme, qu'est-ce que la mondialisation? Nous allons en parler. Une auditrice, concernant l'immigration en France, il serait intéressant que vous évoquiez le droit du sol, notamment le système américain concernant l'immigration est voté par Bill Clinton. Il y est dit que les principales aides sociales fédérales ne pourront pas être accordées aux nouveaux immigrants pendant une période de 5 ans. Voilà, écoutez, je pense que je suis à jour des messages. Alors, donc, Jean-Yves Le Gallou, donc, finalement, qu'est-ce que vous pointez du doigt dans cet outil que constitue la publicité? Il s'agit de véhiculer finalement des mots d'ordre du politiquement correct, donc on imagine tous ce qu'ils sont, promotion du métissage, de la diversité, de l'antiracisme, du cosmopolitisme, indifférenciation, voire inversion des rôles masculins-féminins, etc. etc. Donc, oh, absolument. Alors, il y a eu une publicité... Est-ce que vous avez des exemples concrets? Extrêmement intéressante, c'est la publicité, l'affaire Conchita Wurst. Conchita Wurst, c'est une transsexuelle, je crois, autrichienne. Un transsexuel, bon d'accord. C'est une femme à barbe en fait, voilà. C'est ce qu'on montrait dans les foires avant, c'est une femme à barbe, donc c'est un transsexuel. Qui a été choisi, ou un homme, on va pas dire, là on n'en sortira pas, on va y passer. Non, bien sûr. Hein. Tout le monde a compris. Et on n'aura pas les moyens d'expertise clinique, donc c'est pas la peine. Qui a été lauréat de l'Eurovision, je crois, oui, c'est ça. Après un vote évidemment trafiqué, ce qui a permis de dire c'est un exemple de l'ouverture de l'Europe, etc. Donc on voit là très bien un mécanisme où on met les variétés, le show business, la télévision, et on promeut de manière totalement artificielle un chanteur ou une chanteuse. Ensuite de quoi, le chanteur ou la chanteuse est récupéré comme célébrité pour faire de la publicité. Transfert de notoriété. Et ce chanteur ou cette chanteuse fait la publicité pour un casque de musique. Et quel est le message de la publicité? C'est pas ce casque de musique est le plus performant, il transmet le mieux, il est le plus fidèle au son. Non. Point des arguments techniques, c'est pas du tout le problème. C'est... Je cite, là je vais être autorisé à parler anglais sur Radio Courtoisie, parce que je cite la publicité telle qu'elle était en France. On se bouche les oreilles. Create your own world. Créez votre propre monde. C'est-à-dire, on est là dans la logique de la création d'un homme nouveau, le message, ou d'une femme nouvelle, je ne sais pas. D'un androgyne nouveau. C'est le message, si vous voulez, la publicité est en elle-même un message idéologique. Et évidemment, il y en a eu beaucoup d'autres. On pense à Good, on pense à Benetton, mais tout ça... Alors finalement, dans cet homme nouveau, il y a un terme qui revient souvent dans votre livre, c'est le terme de néoténie permanente. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que c'est que la néoténie? C'est la rupture, c'est la nouveauté permanente, et c'est au fond la rupture avec toutes les permanences anthropologiques ou toutes les permanences identitaires. Donc, c'est un terme créé par Arnold Gehlen. Parfait. Anthropologue allemand. Donc finalement, du passé faisant table rase, ça correspond à ça, non? Ça peut être ça aussi. Est-ce qu'on peut rapprocher ça de Solvay et Coagula? Non. Peut-être aussi. Mais je pense qu'il y a un exemple intéressant, comme l'a bien montré là Jean-Yves Le Gallou pour Conchita Wurst. Moi, j'aurais pensé que c'était les producteurs de saucisses bavaroises qui auraient utilisé Conchita. Je ne sais pas s'ils ont eu... Wurst, c'est le mot allemand pour désigner la saucisse, je précise. Mais un exemple type qui a eu... je pense que les auditeurs de Radio Courtoisie s'en souviendront. C'était la publicité pour une marque de gomme à mâcher. Ah, très très bien. Bravo. Et qui était toujours avec une grande diversité. À l'origine, c'était des jeunes, on prend il y a 40 ans, qui s'ébrouaient dans l'eau, etc. Et c'était que des blancs américains.
Et quand vous prenez ces publicités aujourd'hui, petit à petit, ça s'était métissé. Et c'est le processus qui a été utilisé. On le voit dans énormément de publicités. Un exemple type, par exemple, vous prenez le catalogue Ikea il y a 15 ans, il y avait exclusivement des gens de souche européenne. Surtout qu'en plus, c'était un Scandinave. Bon. Et aujourd'hui, c'est complètement mélangé. Vous prenez la Poste, ou toute la publicité, vous prenez la publicité pour les assurances. Et petit à petit, on fait apparaître un enfant de souche non européenne. Après, il y a une maman. C'est le grand remplacement dans la publicité. Mais c'est extraordinaire. Il suffit de prendre les hebdomadaires, en particulier féminins, mais pas seulement. Vous les prenez sur 20 ans, vous en prenez un au hasard tous les 6 mois. Vous regardez, vous voyez l'évolution, mais c'est évident. Ce qui est intéressant aussi, c'est la déconstruction des valeurs nationales avec la promotion du hors-sol, en quelque sorte. On est déraciné, c'est le nomadisme, on est dans les valeurs de Jacques Attali. Et je relève... Et alors, il y a une partialité quand même qu'il faut noter, notamment dans le domaine religieux. Il y a 2 exemples extrêmement intéressants. Il y a eu un exemple à Lyon, où l'un des gratuits de Lyon, je ne sais pas si c'est 20 minutes ou Métro Lyon, mais l'un des gratuits de Lyon a refusé une publicité pour la fête des Lumières, illustrée par Marie. Et alors qui s'appelait à l'origine la fête de la lumière. La fête de la lumière. Parce que les lumières, c'est une certaine consonance que je vous laisse imaginer. Oui, mais enfin, et ça a été substitué bientôt. Mais il y a une fête des lumières dans les pays scandinaves aussi. Mais donc à l'origine, c'était la fête de la lumière. Il y a plusieurs interprétations possibles. Bon, et donc le journal refuse en expliquant avec une lettre très collé monté qu'il s'était attaché à la laïcité et que désolé, mais Marie, pas possible. Sauf que quelques semaines avant, ils avaient publié une publicité qu'on a vue absolument partout, fièrement halal, avec un coq fièrement halal. Donc, 2 poids, 2 mesures. Même opération avec Métrobus. Métrobus qui refuse la publicité pour le groupe de musique Les Prêtres, pour les chrétiens d'Orient en plus, c'est soutien aux chrétiens d'Orient, en soutien des chrétiens d'Orient et qui disent non la laïcité etc. Alors que ils commémorent, ils font de la publicité pour le Ramadan. Ils ont d'ailleurs été obligés de s'excuser a posteriori. Oui, ils ont dit oui, on a eu tort. Bon, mais n'empêche que c'est une décision qui avait été prise par 2 personnages tout à fait importants. Le patron de Métrobus, qui est une grande notabilité du monde publicitaire et par ailleurs membre du CRIF, membre responsable et du siècle. Et du siècle. Gérard Et monsieur Mongin, qui était à l'époque le patron de la RATP, l'ancien directeur de cabinet de Villepin. Le tout sous l'autorité du ministre actuel des Transports. Donc on voit tous les pouvoirs coalisés dans cette décision à la fois de censure et de partialité. Oui, mais il y a ce qu'on peut promouvoir, qui est tout ce qui tourne autour de l'islam, et ce qu'il est interdit de représenter, qui est tout ce qui tourne autour des racines traditionnelles. Mais ce 2 poids 2 mesures est relativement facile à comprendre, puisque le ramadan est un faux jeûne. Et le ramadan est un faux jeûne, absolument. C'est une grande bouffe nocturne. Exactement, voilà. C'est un faux jeûne et un vrai argument de vente. Je cite le Figaro de vendredi dernier, oui, c'est pas vieux. Je cite, donc ouvrez les guillemets, la consommation alimentaire des foyers musulmans augmente de 40%. Pendant cette période, les ménages dépensent en moyenne 394 € pendant le ramadan, contre 280 € par mois le reste de l'année. Selon une étude du cabinet Solis France, plus de 350 millions d'euros sont ainsi dépensés en un seul mois. Et écoutez bien comment se termine l'article du Figaro, un créneau que la grande distribution ne manquerait pour rien au monde. C'est le marketing ethnique. Tout est dit. Alors ça, c'est assez amusant parce qu'il y a à la fois la promotion du métissage, qui a été une volonté idéologique à partir des années 70, et il y a aussi effectivement, ce qui est un peu différent, le marketing ethnique. Et là, on est en plein dedans. Alors qu'en revanche, naturellement, le carême catholique ne coûte rien, enfin ne rapporte rien aux annonceurs ni aux publicitaires, puisque au contraire, il doit leur coûter de l'argent. C'est pas un jeune focus, c'est un vrai jeune. Ouais. Donc effectivement, ça leur coûte de l'argent, donc pas de publicité pour le carême catholique.
Bien, écoutez... peut-être encore un mot, et puis après, je pense oui, je qu'il suis faudra passer malheureusement... suite. Peut-être encore un mot. Nous avons effleuré peut-être le 10e de votre livre encore. Je pense livre dont je partage la paternité avec Bruno Gabriel, Michel Geoffroy et Jacques-Henri David. Oui, je vous disais que c'était un ouvrage collectif, en effet. Les co-auteurs du livre. Oui, juste peut-être un mot. Ce qui est le plus grave, c'est, je pèse mes mots, la pédophilie publicitaire. Puisque mise en scène des enfants, non, les publicitaires s'intéressent prioritairement à la publicité en direction des enfants. Ah oui, vu comme ça, d'accord. Pour plusieurs raisons. D'abord, ils ont moins d'esprit critique, voire pas d'esprit critique en dessous de 8 ans. Ou très peu d'esprit critique en dessous de 7 ou 8 ans. Donc pas d'esprit critique, donc ils sont totalement malléables. Et à 8 ans, un enfant, il sait déjà reconnaître 100 marques, 100 logos de marque. À 10 ans, 300 logos de marque. Donc il est formaté pour la vie. Ensuite, l'enfant, il influence l'achat de ses parents. Donc c'est un deuxième bénéfice. Et à partir du moment où il devient consommateur, il devient dépendant de la publicité petit, il va être manipulable à vie. Et je pense qu'il est totalement anormal qu'on tolère, comme on le fait en France, dans d'autres pays d'ailleurs, la publicité à destination des enfants et à destination des jeunes enfants. Je dois dire d'ailleurs que le CSA, qui a des côtés très pointilleux et très... voire puritains, voire censureurs sur certains sujets, ne remplit absolument pas sa mission de protection de l'enfance, puisqu'il ne fait pratiquement aucune remarque, et pour cause, puisque c'est une des grandes ressources publicitaires des médias audiovisuels, c'est la publicité à destination des enfants, qui a des conséquences graves, y compris en matière de santé, en matière d'obésité, excès de sucre, en effet, etc., etc. Voilà. Alors, je ferme la parenthèse. Voilà. Donc, mais retenez que les publicitaires pratiquent la pédophilie publicitaire. À destination des enfants, mais également des... Oui, bien sûr, tout à fait, absolument, vous avez bien fait de préciser. Et enfants et adolescents, bien sûr. Alors, je relève une publicité. Écoutez, je trouve quand même que les publicitaires ont du génie. Parce que, écoutez, je relève cette phrase, c'est une publicité pour une boisson acidulée et sucrée, dont je vous laisse imaginer les dégâts qu'elle fait sur l'organisme. La boisson tropicale et urbaine de l'adolescence émancipée. C'est beau comme l'antique, c'est magnifique, hein. La boisson tropicale et urbaine de l'adolescence émancipée. Donc tropicale, ça renvoie à la libération, société métissée, Brésil, etc. Urbaine, bah oui, il y a Bas-les-Ploucs, n'est-ce pas? Et puis l'adolescence émancipée, c'est l'éternelle jeunesse. Donc voilà. Eh bien écoutez, Jean-Yves Le Gallou, pardon. Merci pour ces éclaircissements sur votre livre. Encore une fois, c'est un livre très riche puisque nous n'avons fait que l'effleurer. Alors, on peut le trouver, bien sûr, l'acheter sur le site Polémia par PayPal pour 12,50 €. Donc, site Polémia, PayPal, 12,50 €, la désinformation publicitaire, ou éventuellement envoyer un chèque toujours de 12,50 €. 60 terres, rue Jean-Jacques Rousseau, 60 terres, rue Jean-Jacques Rousseau, 92 500, Rueil-Malmaison. Voilà les deux modes pour se procurer ce petit ouvrage. Dense. Alors moi je dirais que ce qui est bien des éditions Polémia, Emmanuel Ratier, allez-y, vous avez la parole maintenant. Dense, lisible et peu épais. Ce qui fait que c'est vraiment des manuels de combat. Et enfin, je pense que vous. Oui, c'est de la quintessence, en effet. Oui. Et c'est vraiment, on peut les réutiliser facilement. Votre livre fait quoi? Il est tout petit. Il fait une centaine de pages. Et à la fin, vous avez un lexique. C'est intéressant, en effet. Et c'est toujours utile parce que on y trouve 10 moyens pratiques de s'affranchir de la tyrannie publicitaire. On peut les lire plusieurs fois, etc. ou reprendre. Et on a toujours quelque chose à replacer. C'est très facile parce que c'est bien expliqué, c'est clair. C'est pas de la sociologie. Oui, c'est pas une thèse. C'est pas une thèse. Et donc c'est vraiment agréable parce que c'est des petits manuels de combat. Je trouve ça devrait être sous-titré bibliothèque de combat. Mais j'ai parlé tout à l'heure de Bible, mais c'est moins épais que la Bible et effectivement. Ah oui, non, c'est pas le même esprit. C'est pas le même esprit. Bien, Emmanuel Ratier, au cœur du pouvoir, édition Facta. Avec toutes mes excuses, vous n'avez plus que 20 minutes pour nous éclairer sur cet ouvrage. Alors, il s'agit d'une nouvelle édition mise à jour.
sous-titré Enquête sur le club le plus puissant de France. Alors, je vous rassure tout de suite, Emmanuel Ratti, vous avez le droit d'utiliser le mot club. C'est le seul mot de la langue française qu'on a le droit d'utiliser à Radio Courtoisie. J'ai ma petite idée sur l'origine de cette aberration, mais je n'en dirai rien. Alors, donc, discrétion du siècle, on ne peut pas dire que le siècle s'épanche en communication. Non, alors, je ne vais pas revenir parce que vous êtes très gentil de m'inviter, mais je ne veux pas lasser les auditeurs, sauf s'ils se renouvellent. Mais régulièrement, je suis intervenu sur la question du Club Le Siècle. C'est un livre dont je suis très fier parce qu'en fait, je pense vraiment avoir ciblé le cœur du système français, qui n'avait jamais été étudié jusque-là, qui transcende les courants politiques, qui transcende les âges, qui transcende les professions. Et on se retrouve avec, et c'est très très spécifique à la France, parce qu'on a une vieille histoire, très centralisée, avec un vieil État puissant, et en même temps la culture française, donc le plaisir de la conversation, qu'on n'a pas du tout dans d'autres pays, la volonté d'aborder certains thèmes intellectuels, etc. On pourrait dire l'art de vivre français, et tout ça se retrouve à l'intérieur du siècle. Et plus je travaille en approfondissant ça, plus je vois qu'il y a en fait des cercles. Si vous voulez, le cœur du réseau, c'est le siècle, mais autour, il y a des cercles qui gravitent. Dont en particulier le Club des 100. Non, mais enfin, on pourra parler du Club des 100, mais si vous voulez, par exemple, l'Association française pour le rayonnement de l'opéra. Des choses comme ça, où, en fait, on va retrouver un certain nombre de membres du siècle, mais qui vont avoir la possibilité, c'est très simple, c'est en général d'ailleurs payé par les entreprises, de louer l'opéra. L'opéra, c'est quand même ce qui fait rêver le monde entier. L'opéra Garnier, c'est tous les touristes japonais, chinois, américains vont le visiter. Quand Adolf Hitler est venu à Paris, il l'a visité, etc. Ça a toujours fasciné les gens. Bon, il y a la Tour Eiffel, mais enfin, l'association de la Tour Eiffel intéresse moins les hommes puissants et qui veulent avoir tous les capitaux, c'est-à-dire le capital culturel, le capital social et le capital économique. Et donc, on retrouve toute une série de cercles comme ça, où c'est de l'entre-soi, de ce que Jean-Yves Le Gallou a appelé l'hyperclasse mondialisée. Jean-Yves Le Gallou a le talent pour créer des mots, des expressions en France. C'est une contre-création. C'est une création de Huntington, de Samuel Huntington. Oui, mais vous l'avez mis en valeur en France. Vous l'avez mis en valeur en France. Voilà. Bon. Vous êtes un dealer. Voilà. Oui, alors. Un diffuseur. Un diffuseur. Ouais, Bon. Attention, Henri, ça va mal. Et donc, le siècle concentre un peu tous ces gens-là, ce qui fait qu'évidemment, vous avez le directeur de l'Opéra de Paris qui est membre. Pas à cause de ses capacités, tout simplement parce qu'il va permettre aux privilégiés du régime d'avoir les meilleures places sans avoir à faire la queue. Vous avez les plus grands professeurs de médecine et vous en avez un par spécialité. Comme par hasard. Vous avez le meilleur chirurgien, le meilleur cardiologue, le meilleur cancérologue français. Vous voyez ? Et donc, ces gens, on parle beaucoup du transhumanisme, très à la mode en ce moment, en disant que l'homme va devenir éternel. Mais c'est pas l'homme qui va devenir éternel, c'est le patron de Google qui va devenir éternel, c'est le patron d'Apple qui va devenir éternel. Oui, ces ouvriers sans doute beaucoup Et ce moins, sont oui. des gens dont on va changer régulièrement les parties qui marchent pas pour en mettre d'autres, et qui vont... On va utiliser avec eux les techniques de clonage, on va utiliser les techniques pour conserver le corps le plus longtemps, de cryogénisation, etc. C'est épouvantable, ça, d'ailleurs. Oui, mais et toute cette démarche, une promesse qui fait frémir. cette démarche qu'on a en France, c'est vraiment pas pour que ça profite à tout le monde. Ça va profiter parce que ça coûte extrêmement cher. Et donc toutes ces choses-là, Walt Disney si vous voulez, s'inscrivent dans ce genre de choses où, dans tous les domaines, le siècle essaye d'avoir les meilleurs qui vont servir les autres. Et on est vraiment, on parlait de 1984, on est un peu comme dans la ferme des animaux, vous voyez, où il y a certains animaux qui sont plus égaux que d'autres. Bon, en fait, ils sont totalement inégaux. Et c'est ce qui s'applique à l'intérieur du Club Le Siècle. Donc c'est pour ça que je me suis intéressé. Et si vous voulez, vous ne pouvez pas comprendre, par exemple, j'ai juste en donné un exemple, on ne peut pas comprendre le processus de sélection de Madame Ernotte comme présidente de France Télévisions
elle est membre du siècle, elle est coachée, enfin elle est suivie, recommandée Parrainé. par Monsieur Kessler, qui est membre du siècle. Et tous les gens qui tournent, et elle est nommée par Monsieur Schramek, qui est président du CSA, et évidemment membre du siècle. Il y a les gens qui font partie du système, du super entre-soi, et il y a les gens qui sont à l'extérieur. Mais même, il y en a certains qu'on va prendre pour le pouvoir qu'ils ont, mais pas pour leur qualité ou leur intelligence. Je ne vais pas donner de nom, mais il y a quelqu'un qui a vous risqueriez d'avoir du procès. Non, mais il y a quelqu'un qui a occupé un poste important, et qui s'est donc retrouvé au siècle parce qu'il avait un poste important. Mais quand il a quitté ce poste et qu'il a essayé de retrouver des postes importants, il ne les a pas retrouvés. C'est-à-dire qu'il y a un processus d'élimination. D'ailleurs, dans les statuts du siècle, il y a inscrit que si vous changez de poste, on peut vous virer. Si vous changez de fonction, on n'attend pas 65 ans. Si vous devenez... vous êtes chômeur, par exemple, enfin, c'est pas inscrit directement. Il n'y en a pas beaucoup, j'imagine, de chômeurs au siècle, non ? Oui, mais par exemple... Essentiellement, ce sont des hauts fonctionnaires. Mais il y a des gens dont on considère... Non, attendez, il y a les plus grands patrons français, quand même. Qui ne peuvent pas se retrouver au chômage. Non, mais ce ne sont pas des fonctionnaires. Non, mais ils ne peuvent pas se retrouver au chômage. Mais vous avez eu, par exemple, des gens qu'on a conservés, parce qu'on pensait qu'ils avaient un potentiel, qui pourraient continuer à rendre service, comme Jean-Marie Messier. Alors que Jean-Marie Messier est quand même responsable d'une des plus grandes faillites françaises. Vivendi, oui. Voilà. Et qui aujourd'hui est banquier d'affaires et qui s'est reclassé grâce à ses amis membres du siècle. Et il est à resté générale des finances. siècle. Bien sûr. D'accord. Bon. Mais il y a des gens qui disparaissent et c'est Donc vraiment intéressant servir. de s'intéresser au profil des gens. C'est pas, il ne faut pas croire que c'est automatique, exactement comme dans la franc-maçonnerie. Rien n'est automatique. Ça se passe avec on a un peu l'exemple avec ce qu'on appelle le WASP aux États-Unis, où il y a un recrutement à l'intérieur des élites avec des familles. Maintenant au siècle, vous avez des gens qui y sont depuis 3 générations. Alors justement, mais d'un autre côté, vous avez également des gens qui, on va pas dire qu'ils sont rentrés un peu par hasard, mais qui s'y retrouvent et qui vont pas réussir à faire le bon mariage, ou qui vont avoir l'exemple type du mariage. J'en donne un certain nombre d'exemples. C'est le mari et la femme qui sont membres du siècle. Le mari est de droite et la femme de gauche. Donc ils se font la permanence. Ils sont tous les deux énarques. Hein. Et donc, c'est pas une critique, Jean-Yves Le Gall, mais ça facilite. Et donc, ils se font en permanence à courte échelle. Ce qui fait qu'ils ne vont pas avoir d'accident de carrière. Alors, vous parliez des WASP tout à l'heure. Est-ce que la diversité est maintenant dignement représentée au siècle ? Est-ce que parité homme-femme, les LGBT, les hommes sont rentrés tardivement. Est-ce que le siècle va avoir bientôt son char à la Gay Pride, etc. Non, pas du tout. C'est pas du tout le genre. Parce qu'il y a un côté quand même profondément conservateur, même, mais ça transcende tout ça. Donc la diversité. Les femmes ont été admises. Au début, elles y étaient admises. Ça a été interdit à partir de 1947. Et je crois que la première femme à y être rentrée depuis, c'était au début des années 80, c'était Michel Cotta, qui a été présidente de chaîne de télévision. Donc aujourd'hui, vous avez Nathalie Kosciusko-Morizet, Valérie Pécresse, Rachida Dati, etc. Vous avez Fleur Pellerin, vous avez Christine Lagarde, vous avez tous ces gens-là, vous voyez. Bon. Donc de ce côté-là, bon, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont toujours cherché à épouser en fait les structures de pouvoir. Un exemple type, et pour pas avoir d'ennui. Le jour où ils ont eu des problèmes, ils ont nommé présidente Nicole Cotta, qui ne pèse rien, qui est un zéro, maintenant, qui n'est plus secrétaire. Ancienne secrétaire de la CFDT. Oui, mais ils l'ont nommé parce que c'était vraiment un personnage emblématique de la gauche. Donc de dire, non, mais regardez, c'est pas un complot, on nomme une femme de gauche, donc on n'a rien à voir avec la droite capitalistique. Mais il y a d'autres personnes, des cadres de la CGT, oui, il y a des gens du PS, du PC, pardon, du PC, bien sûr. Ils ont un ou deux cadres de la CGT. En général, c'est le représentant chargé des revendications sociales, qui dîne tous les mois avec les représentants du CAC 40. Donc ça met du rouage et du lien social pour du vivre ensemble. Vous voyez, bon. Alors, ce qui est vrai, c'est qu'ils cherchent à recruter dans les milieux issus de l'immigration visible. Donc vous avez par exemple Fleur Pellerin. Mais ils ont énormément de difficultés à en trouver parce que les gens, on le voit bien, moi j'ai publié les biographies, rentrent avec des CV très très faibles. Très très faibles. C'est pas le cas de Fleur Pellerin d'ailleurs. Non, mais justement. Mais vous avez par exemple l'exemple type, c'est Rachida Dati. Rachida Dati qui n'a en fait quasiment aucun diplôme. Et elle a eu des équivalences pour rentrer, mais elle n'a pratiquement aucun diplôme. Je ne dis pas qu'elle soit nulle, hein. Je dis pas tout ça. Mais par exemple, vous vous retrouvez avec Karim Zeribi.
Karim Zeribi, responsable des transports marseillais, qui aujourd'hui se trouve mis en examen pour des détournements de fonds, etc. En général, ils ont toujours des problèmes parce que... Mais le premier membre, le membre le plus ancien, c'est vraiment intéressant. C'est là où on voit quand même qu'ils ont un processus de sélection fantastique. C'est le seul franco-africain pendant 30 ans qui était membre du siècle, qui est toujours membre du siècle, c'est Lionel Zinsou. Bon. Et Lionel Zinsou, un franco-béninois, issu de la meilleure aristocratie béninoise, énarque, banquier, associé gérant chez Rothschild, gérant de, je crois que c'est PAI Partners, enfin qui a un fonds de pension important. Il a travaillé avec Laurent Fabius et il vient d'être nommé Premier ministre du Bénin. Et c'est lui, normalement, qui va succéder au président béninois, qui l'a choisi comme dauphin. Et c'est là où on voit que le siècle a un processus de sélection et surtout d'élimination des gens, parce qu'ils ont toute une série, on ne va pas le décrire, c'est dans mon ouvrage, qui leur permet en fait d'avoir les meilleurs dans cette élite, je répète bien, intégrée à l'intérieur du système. Il n'y a aucune diversité politique, pour être clair, il n'y a aucune personnalité nationaliste, mais aucune. Il y a un villieriste, je crois, le général Mitterrand, non, me semble-t-il. Ah non. Il n'y est pas non. Ah, j'ai cru qu'il y était. Non, mais il a peut-être été, excusez-moi, mais il est mort, le général Mitterrand. Ah oui, c'est vrai, effectivement, voilà. Mais il y a été en tout cas. Ah oui, c'est possible. Voilà. Mais donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que il ne s'était pas trompé avec Lionel Zinsou. Alors que c'est un personnage que peu de gens connaissent en France. Et hop, cette semaine-là, il a été nommé Premier ministre du Bénin. Et il est désigné comme, et ça va être le prochain président de la République du Bénin. Alors pour faire un lien avec la partie dont nous avons traité au départ de cette émission, quelle est la place des médias aussi avec les patrons et les grands journalistes? Alors, les médias sont totalement absents à la création, enfin, à part le patron qui est Georges Bérard-Kellin, qui a tout compris quant à l'influence. Donc il y a très très peu de journalistes. Parce que le journaliste, dans les années 50... voire 60, ne pèse pas. La structure du pouvoir se trouve à l'époque dans, évidemment, le patronat, mais se trouve également dans la politique, mais aussi la haute université. Donc on y trouve, par exemple, plusieurs grands professeurs de médecine, parce que ce sont des gens considérés. Alors qu'aujourd'hui, c'est plus du tout le cas, et qu'il y en a quelques-uns par exception. Les journalistes vont rentrer, je ne vais pas dire en masse, mais vont rentrer. On va commencer par recruter, à la fin des années 70, les propriétaires de médias, télévision, presse écrite. Et puis, au début des années 80, on recrute les présentateurs de télévision. Donc c'est ainsi que vous vous retrouvez avec Patrick Poivre d'Arvor, excusez-moi j'ai un trou de mémoire, j'ai dit Michel Cotta, mais il y en a d'autres, Luc Évrard qu'on retrouve à la chaîne de télévision, la chaîne parlementaire. On y retrouve toute une série de présentateurs de télévision, parce que ce sont des gens qui ont du pouvoir. Et il est évident que les directeurs des services politiques des grandes chaînes de télévision, oui, ce genre de choses, parce que ils faciliteront les choses. D'une part, ils ont du pouvoir, et d'autre part, ils mettront du lion, ils faciliteront les choses si certains membres du siècle se retrouvent en position fâcheuse ou sont obligés d'intervenir à la télévision. C'est très très symptomatique. Mais ils recrutent plus beaucoup aujourd'hui dans ce type de secteur. Voilà. Emmanuel Ratier, je suis obligé de vous interrompre puisque l'émission a très très vite passé. Je lis les derniers messages qui me sont parvenus. Vous avez oublié de mentionner la griffe dans les organismes qui dénoncent la bien-pensance. Effectivement, nous devons le faire, l'encourager. Excellente émission, mais avec des pointures comme Ratier et Galou, c'est facile. Merci, cher auditeur. Puis avec un tel intervenant pour nous interrompre. Pouvez-vous parler de la puce RRID? Eh bien, pour une autre émission, cher auditeur. Monsieur Le Gallou, à propos de la publicité, Stuart Evans a publié le livre Conscience aux influences au début des années 80, dans lequel il expliquait comment les publicités avaient façonné les consciences des Américains. Il nous reste 2 minutes à peu près, c'est le technicien qui me fait signe, 1 minute et demie même. Vous avez 30 secondes chacun, messieurs. Jean-Yves? Conclusion.
Eh bien, il faut se... Comment se prémunir de la... protéger, Voilà, se exactement. prémunir Prophylaxie. de la publicité. La prophylaxie, c'est de ne pas mettre les enfants devant la télévision. Et en particulier de ne pas mettre les enfants devant les émissions pour enfants, qui paradoxalement oui, sont peut-être encore plus nocives que les autres. Il ne faut pas non plus s'exposer soi-même à la télévision. Il faut faire preuve d'esprit critique en permanence. Quand Findus vous explique qu'ils sont très à cheval sur la qualité en effet, sachant qu'il y avait du cheval à la place du bœuf. Du cheval à la place du bœuf dans leur lasagne. Et c'était des vieux canassons en plus. Voilà, hein. bah oui. Mais donc voilà, il faut avoir une attitude hygiéniste. Il faut aussi avoir une attitude contestataire. Quand vous voyez un écran allumé dans un restaurant, un bistrot sortez ou votre un 22 bar, Lorif. vous pouvez peut-être pas sortir votre 22 Lorif, mais demander à l'éteindre. Et éventuellement, il y a des petits appareils qui permettent de pirater la commande. Voilà. Il faut donc avoir une attitude hygiéniste, une attitude de protection et une attitude de résistance. Emmanuel Ratier, 30 secondes. Je serais encore plus critique que Jean-Yves Le Gallou. Je dirais qu'il faut arrêter de regarder la télévision. Et il faut se tourner, je pense, au minimum vers Internet. Bien, bah écoutez, ça sera le mot de la fin. Chers amis auditeurs, je recevais, mais vous les avez reconnus, Jean-Yves Le Gallou pour la désinformation publicitaire, édition Via Romana, et Emmanuel Ratier pour Au cœur du pouvoir, édition Facta. À rendez-vous donc le mois prochain. Au revoir. Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays.